Il est 7h12, Dimitri Pavlenko, vous recevez le spécialiste de la Chine, Claude Meyer. Bonjour Claude Meyer. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez alors une double casquette puisque vous avez mené une carrière de banquier international au sein d'une banque japonaise. Parallèlement, vous êtes universitaire, spécialiste de l'Asie, conseiller au Centre-Asie de l'IFRI. Vous enseignez aussi l'économie et les relations internationales à Sciences Po. Je signale votre dernier ouvrage, L'Occident face à la renaissance de la Chine, défis économiques, géopolitiques et culturels, c'est chez Odile Jacob. Alors, à l'occasion de la visite d'État d'Emmanuel Macron en Chine, la rédaction d'Europe 1 a choisi pour son vendredi thématique de faire un état des lieux de la puissance chinoise. Commençons donc par son économie, Claude Meyer, avec vous. Dans l'histoire économique, en effet, jamais aucun pays n'a connu une telle croissance ni un tel développement en si peu de temps que la Chine. Elle avait le PIB de l'Italie en 2000, elle talonne désormais celui des États-Unis. Est-ce que vous pouvez, Claude Meyer, nous brosser un rapide tableau de l'économie chinoise, ses caractéristiques principales? Donc aujourd'hui, c'est la deuxième économie mondiale derrière les États-Unis. C'est la première puissance industrielle, première puissance commerciale et un partenaire commercial crucial, évidemment, pour l'Europe. La question à 18 000 milliards de dollars, c'est quand elle va dépasser les États-Unis. 18 000 milliards, c'est le PIB de la Chine actuellement. Voilà. La richesse créée chaque année. Donc pour arriver à 23 ou 25 pour dépasser les États-Unis, on pensait plutôt entre 2025 et 2030, ça sera décalé de 5 ans, mais c'est inéluctable. Et finalement, c'est pas tellement étonnant compte tenu des progrès technologiques de la Chine, on va y revenir, et aussi de sa population, 1,4 milliard contre 380, etc. Quoi, hein. On dit souvent la Chine, usine du monde. C'est un lieu commun ou est-ce que c'est vraiment l'usine du monde? Elle le demeure en grande partie, mais... Non, allez-y Claude Meyer, allez-y. Oui, elle le demeure en grande partie. Il suffit d'aller à la Fnac, chez Darty, etc. et de voir d'où viennent tous les produits qu'on achète, entre autres d'électronique. Donc, les mémoires, les semi-conducteurs dont on va peut-être parler, parce que c'est un bon exemple. Les semi-conducteurs, si on retrace la fabrication, souvent au niveau technologique, c'est fabriqué, c'est conçu aux États-Unis, c'est fabriqué par le Taïwanais, dont le nom est un petit peu compliqué. TSMC, donc. Voilà, et assemblé en Chine. Donc on a, si vous voulez, une division internationale du travail qui fait que la Chine est encore en bas ou milieu de gamme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la très haute technologie, elle ne la possède pas encore totalement. Absolument. Et alors justement, vous disiez, c'est inéluctable que la Chine devienne première puissance économique mondiale, même si ce sera seulement un petit peu plus tard que les prévisions initiales. Or, il se trouve que ça, c'est l'obsession des États-Unis, qui veulent retarder cette ascension chinoise le plus possible. Et on voit les Américains utiliser justement l'économie comme arme de guerre. Il y a cette expression anglo-saxonne, on parle de weaponization, arsenalisation de l'économie. Ça se joue par exemple sur l'interdiction faite par Washington à ces grandes entreprises de technologie de vendre par exemple leurs puces aux Chinois. Est-ce que c'est de nature cela à empêcher l'accession de la Chine au rang de numéro 1 mondial en termes d'économie? Ça va l'empêcher d'accéder dans certains secteurs, ça ne va pas freiner le mouvement global. Et d'ailleurs, c'est un mouvement absolument parallèle aux États-Unis, en Chine, où de plus en plus, l'économie devient également une arme contre les États-Unis, mais aussi plus largement contre l'Occident. Et c'est par rapport à cette évolution qu'il faut que nous, en Europe, soyons extrêmement vigilants. Mais comment les Chinois retournent-ils l'économie contre l'Occident, Claude Meyer? Alors, en 2020, Xi Jinping, dont la pensée est honorée partout, apprise par cœur, avec des sessions particulières, etc., emploie le terme un peu boursouflé, comme toujours, de circulation duale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il distingue ce qui doit être sur le plan intérieur, sur le plan domestique, l'autosuffisance stratégique qui va permettre de plus en plus à la Chine d'être autonome par rapport à ses fournisseurs, notamment de haute technologie étrangers. Ce qui veut dire à terme... Ne pas être dépendant des États-Unis en termes de puces, par exemple. États-Unis, mais Europe également. Et sur le plan international, au contraire, de renforcer de plus en plus la dépendance des autres économies vis-à-vis de la Chine et de diversifier, non seulement vers les pays développés, puisque c'est quand même très concentré sur les États-Unis et sur
l'Europe, Bah oui. vers ce qu'ils appellent les pays amis. Donc, parce que effectivement, il y a une espèce de ce qu'on appelle découplage actuellement, qui est dangereux pour la croissance chinoise, qui repose quand même beaucoup sur les exportations. Quand vous parlez de découplage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Chinois aimeraient à terme pouvoir se passer totalement des Occidentaux, Claude Meyer ? Oui, la volonté claire, c'est l'autonomie stratégique. Oui. Et l'ouverture, c'est pourquoi quand je vois les patrons français, etc., se réjouir à juste titre de l'ouverture de la Chine post-Covid, Oui. il faut effectivement s'en réjouir, mais il faut être vigilant. Oui. L'ouverture de la Chine va être, dans les décennies qui viennent, les années qui viennent, extrêmement sélective. Je voudrais qu'on revienne un instant, Claude Meyer, sur ce que vous expliquez, la circulation duale. Donc en gros, l'idée, c'est moins dépendre des exportations vers l'étranger pour la croissance, et pour son développement intérieur, développer son marché national avec des industriels qui se mettent à fabriquer les choses qu'ils ne savent pas faire aujourd'hui. Bon, nous, on appelle ça en France du patriotisme économique, du souverainisme industriel. So what? J'ai envie de vous dire, Claude Meyer, en quoi c'est une rupture majeure pour le monde si c'est la Chine qui se met à le faire? C'est une rupture parce que, alors, il y a deux niveaux. Globalement, ça entraîne des modifications profondes par rapport aux décennies passées de la mondialisation. Donc, pour les entreprises, il faut vraiment des ajustements. C'est-à-dire que vous pensez que les entreprises françaises doivent se faire à l'idée que leur présence en Chine, comment dire, c'est pas éternel. Alors, il va falloir songer à sortir. Le deuxième, et d'une manière précise, pour les entreprises françaises et européennes en Chine, ça veut dire que leur présence est bienvenue quand elles apportent un savoir-faire technologique, mais que leur avenir est compté, si j'ose dire, parce que dès que la Chine aura monté en gamme dans ces différents secteurs, on aura ce qu'on a vu pour le TGV, pour le nucléaire, etc. On va le voir dans d'autres domaines, et c'est ce qu'elle cherche à faire, par exemple, pour les semi-conducteurs. Après, c'est vrai que le Covid a enseigné une chose aux patrons étrangers, notamment l'européen, c'est que la Chine est potentiellement un partenaire très imprévisible. Ça, c'était nouveau. J'ai une dernière question rapidement pour vous, Claude Meyer. Il y a ce lieu commun aussi, on les a passés un peu tous en revue. Les Chinois seront vieux avant d'être riches. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal avec le fait qu'ils deviennent la première puissance économique mondiale? Oui, alors effectivement, c'est un frein, c'est pas le seul, parce que l'autre, on n'a pas. Enfin, on voit surtout les succès et les dangers provenant de la Chine, mais il y a des dysfonctionnements majeurs en Chine. Il y a le vieillissement effectivement de la population, donc diminution de la population active. Pourquoi c'est pas étonnant que la Chine dépasse les États-Unis? C'est parce qu'en termes de population active, pour l'instant, effectivement, ils sont beaucoup plus nombreux. Mais il y a aussi les problèmes financiers du secteur immobilier. Il y a le problème écologique qui n'est pas quand même traité, même si la Chine profite effectivement de ce mouvement dans le domaine de l'énergie verte, de l'hydrogène vert, etc. C'est combien le PIB par tête en Chine à peu près? La richesse par individu, c'est 10 000 $, c'est ça? Quelque chose comme ça? Oui, là on est un petit peu plus. On est à 13 000, 14 000. Voilà. Contre 40, 45 000 pour un Français. Ça va assez vite quand même. Ça va assez vite. Merci Claude Meyer. Il y avait tant de choses encore à dire sur l'économie chinoise, mais déjà, merci de nous avoir dressé à gros traits les caractéristiques principales et les dynamiques en cours en Chine en termes d'économie. Merci Claude Meyer. Bonne journée à vous. 7h20 sur Europe 1.